Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, nous sommes dimanche 21 novembre 2021 et nous avons le plaisir de recevoir le ministre Abdou Karim Fofana, ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mairie de Fann.E Amitié, autrement dit candidat à la mairie de cette commune d'arrondissement. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Mamadou. Juriste de formation et titulaire d'un master en sciences de gestion, vous faites partie des plus jeunes membres du gouvernement. D'abord ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène en avril 2019, après la réélection du président Macky Sall. Ensuite, le 1er novembre 2020, date marquée par les retrouvailles entre le président Sall et le leader de Rewmi, Idrissa Seck, nommé président du Conseil économique, social et environnemental, vous migrez à la surprise générale à la station de ministre chargé du suivi du PSE. Aviez-vous mal pris ce changement de portefeuille? Non, cette question, Mamadou, on me la pose souvent devant les médias. Vous savez, je vais être simple, je ne vais pas être original en répondant à cette question. 16 millions de Sénégalais, une quarantaine de personnes qui siègent en Conseil des ministres. J'ai l'opportunité de servir l'État du Sénégal et mes concitoyens à ce niveau-là. D'abord, c'est un privilège. L'autre chose, c'est que le suivi du PSE, c'est une grande école, surtout pour un jeune comme moi. C'est-à-dire, vous touchez du doigt tous les jours les sujets économiques, les sujets sociaux, les réformes. C'est une grande école. Vous aviez quand même l'impression de faire du bon travail au ministère de l'urbanisme. C'est la perception aussi que l'opinion avait de vos activités. Mais moi, ce qu'on me dit souvent, surtout dans les plateaux, j'ai l'impression, la perception que j'ai, c'est que les gens pensent que le suivi du PSE est moins prestigieux, moins important que le ministère de l'urbanisme. Ce sont des ministères... On a tendance à s'y ennuyer. Voilà, à s'y ennuyer. Ce n'est pas le cas. C'est un sujet intéressant, très différent, moins d'exposition médiatique, mais aussi beaucoup de dialogue avec les secteurs socio-économiques, avec les acteurs économiques. Ces derniers mois, nous avons travaillé sur la relance de l'industrie pharmaceutique, sur la mise en place de la filière sel. C'est extraordinaire ce qui se passe dans certaines régions du Sénégal, dans certains territoires, en termes de potentiel économique, en termes de développement, en termes de réalisation par des acteurs économiques que j'ignorais. Donc, c'est quelque chose d'aussi important. Le plus important, c'est d'avoir conscience de la chance qu'on a de servir et d'avoir la confiance d'une autorité qui nous permet, à ce niveau-là, de pouvoir agir pour le développement du Sénégal. Jeune loup aux dents longues, comme on vous présente par ailleurs, vous vous êtes signalé à l'opinion par les fameux Cleaning Day, Set Setal, et bien avant cela, comme DG de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. L'AGPBE va se transformer d'ailleurs en Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti. La loi portant création de la SOGEPA SN a été votée le 15 novembre dernier par l'Assemblée nationale. Parlons des élections locales. On reviendra sur le plan Sénégal émergent. Vous êtes candidat au point E, mais quand on parle du point E, on parle de Dakar. Votre tête de liste s'appelle Abdoulaye Diouf Sarr. Vous faites partie du directoire de campagne. La bataille de Dakar aura bel et bien lieu. La bataille de Dakar a déjà démarré, puisque vous voyez chaque semaine dans les rues de Dakar certains candidats qui ont peut-être comme argument que l'invective et les muscles et les marches. À qui on empêche de distribuer même des affiches. Ça dépend. Comme le cas de Barthélémy Diaz. Il vous empêche de dormir à ce point? Non, mais vous savez, Barthélémy Diaz, il y a beaucoup à en dire et à en redire. Le problème d'abord, c'est que nous sommes dans une démocratie. Une démocratie, c'est des principes républicains. Ce que notre opposition, au-delà de Barthélémy Diaz, on reviendra sur Barthélémy Diaz, depuis des années, ce à quoi une partie de notre opposition nous a habitués, c'est des marches, des invectives et d'autres manières de faire qui ne sont pas démocratiques. Vous voulez concourir au suffrage des Sénégalais, vous avez le temps de faire vos réunions publiques, de faire vos porte-à-porte. Moi, j'en fais tous les jours. Cet après-midi, j'ai un événement. J'aurais dû vous amener l'arrêté du sous-préfet parce que j'ai pris la peine de demander une autorisation pour barrer la route, pour occuper la voie publique. On est en République, il y a des choses qui s'organisent. Maintenant, mais en quoi se promener à travers les rues de Dakar gênerait?
On croise même parfois des rollers qui vous donnent des prospectus. C'est quoi le problème? Pourquoi on l'empêcherait à Barthélémy Diaz? Non, le problème, je ne pense pas qu'on l'ait empêché à Barthélémy Diaz. La chose, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est à quoi Barthélémy Diaz nous a habitués. Est-ce qu'il nous a habitués à des promenades sans aucune violence? Ça, c'est un délit de faciès. Non, ce n'est pas un délit de faciès. Non, moi, je suis factuel. Prenez l'année 2021, vous prenez jour par jour. D'ailleurs, Barthélémy Diaz, dans ses interviews chez vos confrères de TFM, il l'a dit, je vais me calmer, je vais me ceci, je vais me cela. C'est un aveu. Il nous a habitués à de la violence, à des invectives, à des actions de terrain pour provoquer. La preuve, Mamadou. Comment vous pouvez comprendre qu'un citoyen sénégalais élu soit convoqué de par son appel, il a interjeté appel d'une décision de justice, avant de quitter sa maison le jour de l'audience, à 8h30, il sait que le procès a été renvoyé. Mais malgré tout, à 10h, 10h30, il mobilise tous ses amis, tous ses acolytes et force une marche à Dakar qui n'est pas autorisée. Lorsqu'une personne comme ça vous habitue, à de tels actes, la police, les autorités territoriales ont le devoir et la responsabilité de prévenir tout débordement. On a vu au Sénégal pendant des années des mouvements dits citoyens, entre guillemets, qui nous disent tous les vendredis nous serons à telle place jusqu'à ce que le régime s'en aille, jusqu'à ce que telle chose. Des attitudes anti-républicaines, des attitudes qui sont très anarchistes. Alors, vous voulez, nous, Mamadou, du haut de la responsabilité que les Sénégalais nous ont confiée par des élections libres et transparentes, que nous soyons ceux qui permettent ce type d'agissement au Sénégal. Sauf qu'ici, pour le cas de Dakar, Benno Bokk Yakaar oublie qu'il est dans l'opposition. Tout à fait, mais c'est ce qui est étonnant. C'est vous qui êtes des opposants. Mais c'est ce qui est étonnant. Et que vous vous comportez comme vous étiez au pouvoir, en tout cas dans la ville de Dakar. Non, c'est le contraire, Mamoudou. Oui. Ce sont ceux qui tiennent le pouvoir municipal à Dakar qui se comportent comme des opposants. On s'y retrouve. Non, mais attends, le pouvoir se comporte je veux prendre le temps de vous expliquer, si vous me le permettez. L'opposition se comporte comme le pouvoir, alors qu'elle est dans l'opposition et vice-versa probablement. Non, pas vice-versa. Tout ça, il y a le pouvoir municipal. Il y a le pouvoir municipal détenu par Taxawu Dakar qui s'est transformé maintenant, on ne sait pas par quelle magie, en Yewwi quelque chose. Oui, Yewwi Askan Wi, et qui se comporte comme des opposants. Parce que vous savez, Dakar, en réalité, c'est un enjeu stratégique tellement élevé. Dakar n'est pas seulement la ville des Dakarois que nous sommes. Oui. Dakar est aussi la capitale du Sénégal. Oui. Dakar doit être la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Donc Dakar ne peut pas s'offrir au dernier des insulteurs ou au premier des brandeurs de muscles. Le problème qui se pose, c'est qu'avec cette opposition, et surtout Barthélémy Diaz, on a toujours eu une attitude qui ne rassure personne. Oui. À chaque fois que vous posez un débat, ce sont des invectives en face. Oui. À chaque fois que vous posez une compétition électorale, c'est de la violence. Donc, nous avons le devoir et la responsabilité de prévenir cela. Si vous permettez d'ailleurs sur la ville de Dakar, parce que franchement, c'est à n'y rien comprendre. Il y a une double gestion de Taxawu Dakar, ou d'ailleurs, commencé par Khalifa Sall, qui a été condamné à la suite de l'affaire dite de la caisse d'avance, remplacée par Soham El Wardini, mais elle-même Soham n'est pas investie par la coalition Yewwi Askan Wi qui a jeté son dévolu sur Barthélémy Diaz. Je disais que vous, Benno Bokk Yakaar, vous êtes dans l'opposition dans la capitale. Aidez-nous à comprendre un peu. Si vous m'écoutez, peut-être je vais essayer, mais Mamadou, ce qui se passe, c'est que l'opposition municipale à Dakar, c'est Benno Bokk Yakaar. Le pouvoir municipal est détenu par Taxawu Dakar qui s'est transformé en Yewwi Askan Wi. Mais dans ce pouvoir municipal, ce qu'on note, c'est un manque de sérénité. Pour chaque sujet, c'est une marche. C'est des invectives. C'est de la manipulation médiatique. C'est ce qu'il faut noter. Nous sommes dans notre rôle démocratique. Nous sommes un parti, une coalition organisée qui va aux élections, qui forme ses militants, qui fait ses porte-à-porte. Moi, par exemple, depuis 1 an, en fonction des montées et des descentes des vagues de la Covid, je fais mes porte-à-porte. Tous les après-midi, je fais 10 maisons chez mes voisins, sans aucun problème. Est-ce que vous avez déjà entendu une bataille rangée ou, je ne sais pas, des insultes dans les médias? Pas du tout. Quelquefois même, pourtant, on nous provoque et on ne répond pas. Donc, c'est cette attitude républicaine qui manque du côté de l'opposition et qui crée tous ces bruits. L'autre chose, je pense aussi que dans Yewwi Askan Wi, il y a un problème.
des non-dits, des conflits d'intérêts, des calculs politiciens. Parce que ces élections locales peuvent être aussi le glas de beaucoup de carrières politiques. Barthélémy Diaz, on ne le souhaite pas du tout. C'est la pire des choses qui peut arriver à la ville de Dakar. S'il gagnait ces élections, ça deviendrait peut-être un concurrent pour Ousmane Sonko en 2024. Personne ne se pose la question. Il faut la poser. L'autre chose, c'est que Barthélémy Diaz, encore une fois, personne ne le souhaite, maire de la ville de Dakar, ce serait le glas aussi pour Khalifa Sall. Donc c'est la raison pour laquelle on a du mal à choisir. On choisit les candidats à 24 heures ou à 3 heures avant le dépôt des listes. C'est la raison pour laquelle il y a des difficultés à déposer des listes parce qu'on s'est tellement entaillé. Je vais vous donner d'autres exemples. Oui. Je suis dans une commune où il y a eu Askan Wi, il va avec un maire issu de Tahaou Dakar, mais Pastef fait défection. Vous allez dans d'autres communes, c'est Pastef qui est choisi. Il y a eu Askan Wi va dans d'autres. Nous-mêmes, on a eu dans notre liste, on a des gens de Tahaou Dakar qui sont venus nous rejoindre parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le bilan du maire actuel. Vous avez des listes parallèles. Mais allons-y jusqu'au bout quand vous parlez de Barthélémy Diaz qui dit « Je ne travaillerai pas avec le président Macky Sall si j'étais élu maire ». C'est de l'irresponsabilité parce qu'on doit être, encore une fois, républicain. Nous avons des institutions qui sont superposées. C'est l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif, c'est les collectivités territoriales. Mais à un moment, si vous êtes dans le Sénégal, les collectivités territoriales sont le prolongement de l'État. Donc, ce qui se passe, c'est que la collaboration pour le bonheur des Sénégalais, mais elle est nécessaire. C'est un impératif. Donc, avoir ce genre de discours, vous savez, moi je suis même étonné que Barthélémy Diaz ait un discours. Il ne nous a pas habitués à ça. Nous sommes dans une ville avec des enjeux stratégiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dakar doit être, par exemple, à mon sens, et au sens de Benno Bokk Yakaar, la ville la plus attractive de l'Afrique de l'Ouest. Dakar doit être la ville la plus propre. Dakar doit être une ville-monde, une des capitales du monde. Elle ne l'est pas. Que pensez-vous de la gestion de la ville de Dakar par l'équipe sortante? Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Oui. Avec un budget de 50 à 60 milliards, on peut faire énormément de choses à Dakar. Vous avez vu, je vous donne un exemple. Quand j'étais ministre de l'Urbanisme, beaucoup de gens ont soulevé la question du littoral. C'était un sujet, je pense qu'on en a même discuté ici. Oui. Qu'a fait le président de la République? Au lieu des débats stériles, des rumeurs, il a posé un acte fort. C'est la mise en place du projet d'aménagement du littoral de la corniche de Dakar. Aujourd'hui, c'est en train d'être réalisé avec des zones où la plage va être peut-être agrandie, des zones où il y a des jetées, où les gens peuvent profiter de la plage. C'est ça le développement. C'est ça le développement. Ce qu'il y a, c'est que le pouvoir central ne permet pas au maire de Dakar, quand il n'est pas de son camp, de faire son travail. Mais vous savez, souvent... On a quand même vu tous les blocages vécus par Khalifa Sall. Il n'y a pas de blocage. Lorsque Khalifa Sall a voulu faire ses places et autres, on lui a permis dans les zones où la réglementation lui donnait la compétence. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la voirie classée et la voirie non classée, qui est la voirie communale. Mais si en tant que maire, vous outrepassez vos compétences pour aller agir dans le domaine de l'État, mais il est normal qu'on vous rappelle qu'il y a un domaine communal qui est le vôtre et vous pouvez y agir comme maire. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du Dimanche e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, et le site immédiat.sn qui lance ce samedi, qu'il a déjà lancé d'ailleurs, sa nouvelle plateforme pour mieux vous servir. Abdou Karim Fofana, restons sur Dakar, la capitale du Sénégal. Vous dites qu'il faut en faire peut-être la plus belle ville d'Afrique de l'Ouest, mais il se trouve que Dakar n'est pas propre. Il y a trop de désordre à Dakar, pour ne pas dire l'anarchie. Dakar, une ville très chère, qui a été une ville culturelle à un moment donné, qui a perdu également de son lustre dans ce domaine. Vous avez comme tête de liste Abdoulaye Diouf Sarr, vous faites partie de l'équipe. Quelle est votre vision de la ville de Dakar? Qu'est-ce que vous voulez faire de la capitale du Sénégal? Je peux vous parler des enjeux, puisqu'étant acteur politique et étant Dakarois. Abdoulaye Diouf Sarr, notre candidat, que je félicite pour le choix dont il est l'objet du président de la République, et puis souhaite sa victoire, travaille avec lui pour que Dakar revienne dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. Il aura l'occasion de venir vous exprimer son projet, on lui laisse la primeur quand même, par courtoisie. Mais je vais vous parler des enjeux. On ne peut pas être la ville géographiquement la plus avancée de l'Afrique de l'Ouest, avoir une stabilité politique depuis plus de 60 ans, avoir des performances économiques saluées
de par le monde ces dernières années. Et puis, être l'une des villes les moins propres, l'une des villes où les infrastructures, moi je vois ici au Point 1, je fais des porte-à-porte tous les jours, on me parle des questions d'insécurité, les vols, les agressions aux scooters, les cambriolages et autres. Donc l'État joue son rôle. Le président de la République, en arrivant en 2012, le premier constat, la police c'est 4000 agents. Il double les effectifs de la police pour aller à 8000 agents. En 2020 et en 2021, on recommence à prendre aussi des recrutements pour les forces de sécurité et les forces de défense. Cependant, il faut que les communes prennent leur part du travail. Vous avez vu dans certaines communes, à Dakar Plateau, à Yoff, il y a des brigades qui sont organisées avec des gens qui sont organisés. L'agence de sécurité de proximité, on pensait que c'était un machin politique, mais en réalité c'était pour venir en appoint aux forces de police, puisque nous sommes dans un contexte sécuritaire de notre sous-région, un contexte marqué par le terrorisme qui monte de plus en plus. Donc on avait besoin de forces sécuritaires supplémentaires pour venir en appoint à la police. Et les communes doivent se saisir de ces opportunités, mais aussi de ces enjeux. Je parle de l'agence de sécurité de proximité de mon ami Biram Faye, qui a créé le concept de quartier sûr. Les communes peuvent bénéficier de l'appui de cette agence pour avoir des agents dans leur circonscription et pouvoir gérer la sécurité de proximité. Nous parlons aussi de l'attractivité de Dakar. Les festivals, vous l'avez dit tout à l'heure, Dakar était une ville culturelle. Donc il faut faire revivre cela. Mais attention, si on veut faire revivre cela, il faut mettre un maire qui est à la hauteur de ces enjeux. Ce n'est pas mon ami Diaz qui doit être choisi pour venir porter ces sujets. Il peut avoir la même ambition que vous, mais avant lui, j'ai parlé de Soham El Wardini, j'ai parlé également de Khalifa Ababakar Sall. Mais moi, je parle des élections à venir. Oui. Nous avons une élection, oui, nous avons des enjeux. C'est important aussi de partir du passé. Tout à fait, le passé, des gens respectables, très respectables et respectés. Qui n'ont pas pu travailler convenablement. Ils ont parce pu que bloqués par le pouvoir central. Non, je ne suis pas d'accord, Mamadou. Ça, ce sont des légendes. C'est la perception que ce sont des légendes. Beaucoup de citoyens de Dakar ont. Il y a eu deux choses. D'abord, un prêt, un emprunt obligataire qui n'était pas autorisé par l'État parce qu'il y a des critères qui n'étaient pas respectés. On ne peut pas se permettre en tant qu'institution publique faire des emprunts obligataires sans respecter les critères de l'État. Première chose, mais nous serons irresponsables en laissant n'importe quelle collectivité territoriale faire n'importe quoi. L'autre chose, le débat, je ne le cache pas, c'est sur la question de la place de l'indépendance, mais la réglementation indique que la place de l'indépendance, c'est de la voirie classée. Mais ces débats, on a une collaboration pour bien faire. Mais la collaboration, mais la collaboration, vous l'avez dit, Barthélémy Diaz lui-même, avant d'être candidat, il vous dit « je ne travaillerai pas ». Mais ce n'est pas le cas. Moi, j'ai collaboré avec Mme Soham El Wardini, que je salue au passage. On a collaboré de façon courageuse. Souvent même, on est allé à l'encontre de la volonté de ses collaborateurs qui pensaient que c'était une machine politique. Et on a pu réaliser beaucoup de choses ensemble avec ses équipes sur le terrain. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux enjeux, on ne peut pas aller vers des enjeux municipaux, on ne peut pas aller vers une transformation structurelle de notre économie. On a besoin d'une capitale qui vit, une capitale qui est à l'heure du monde, et avoir un maire qui, malheureusement, n'est pas dans ce discours ou n'est pas dans une tendance de vouloir aller dans le sens de ce qu'on appelle le développement territorial. Alors, parlons de votre candidature au Point E. Vous êtes tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le maire sortant s'appelle Palla Samb. Constat, puisque Immédiat se trouve aussi dans ce quartier du Point E. Je rappelle que c'est d'ailleurs la commune d'arrondissement Fann, Point E, Amitié. Alors, Point E, la remarque c'est qu'il y a une transformation de ce quartier, de quartier résidentiel, comme on l'a connu à l'époque, à quartier d'affaires, avec ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Est-ce que cela vous gêne, cette mutation? Alors, ça peut être gênant, mais ça peut être transformé en opportunité. Maintenant, comme je vous l'ai dit sur Dakar, il faut avoir l'homme qu'il faut. Il y a des sujets importants. Vous avez parlé de la mutation, on passe de quartier résidentiel à quartier d'affaires, mais il y a toujours des résidents qui veulent garder une certaine quiétude, qui ne veulent pas subir tous les jours
les affres et les inconvénients des chantiers à n'en plus finir. Ah oui, on a subi énormément. Vous aussi, vous en subissez. Des immeubles qui poussent partout. Mais, oui. mais le problème... Il n'y a même pas de parking souterrain, ou en tout cas très rarement. Première chose. Problème de sécurité, problème d'assainissement, de salubrité. Tout à fait, tout à fait. Première chose, c'est qu'il faut être à l'écoute des citoyens. Moi, j'ai l'impression que notre maire ne nous écoute pas. C'est le sentiment que j'ai lorsque je fais mes porte-à-porte. J'ai fait des centaines de maisons durant toute cette année. On ne le voit pas. On le voit au coin de rue, discuter, partir, mais il ne vient pas s'enquérir des préoccupations. Donc, déglou. On n'échange pas. Dans notre commune, les conseils de quartier ne se tiennent pas. Les budgets sont votés peut-être par 15 conseils municipaux sur 46 depuis quelques années. Mais la réalité, c'est que cette démocratie participative n'existe pas. Si cette démocratie participative existait, notre maire aurait pu comprendre que dans notre commune, il y a 5 priorités. La première des priorités, c'est la sécurité. Tout le monde s'en plaint. On ne peut pas être dans une commune où si vous avez les moyens d'avoir un gardien, vous avez la paix. Si vous n'en avez pas les moyens, vous n'avez pas la paix. Que ce soit à CK plus 10, Amitié 1, Amitié 2, les agressions sont le quotidien. Les vols à la mobilette. L'autre chose, c'est la question du cadre de vie et de l'hygiène publique. Regardez les allées Seydou Nourou Tall, ce qu'elles étaient dans les années 80, dans les années 90. Aujourd'hui, c'est un dépotoir de ferraillage pour ceux qui font leur chantier. On dirait que ceux qui font leur chantier sont devenus maintenant les propriétaires de notre commune. Alors que ça devait être une opportunité, une collaboration franche en leur faisant respecter la réglementation. Aujourd'hui, dans le point E, tous les jours, on a des conflits pour des questions de zones de stationnement, de parking. Nous voulons bien que les entreprises viennent s'installer. C'est une cause d'enrichissement et de richesse pour notre commune. C'est peut-être aussi un moyen de trouver à nos jeunes de l'emploi. Mais ce que nous trouvons, c'est qu'il y a un laxisme municipal. Et le laxisme municipal, c'est peut-être quelquefois une question de compétence. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que c'est toujours imputable aux maires? Oui. Est-ce que les maires qui ne sont pas favorables à votre coalition au pouvoir ont véritablement les coups des franges? Mais ils ont les coups des franges. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Oui. Nous sommes dans une commune où le budget en 2014 était de 400 millions. Beaucoup de maires de l'opposition fustigent l'acte 3 de la décentralisation. Mais dans notre commune, le budget est passé de 400 millions à 1,8 milliard. Mais qu'est-ce qui a changé? Si on vous dit que le budget est passé de 400 millions à 1,8 milliard en 7 ans, ça suppose qu'au moins 10 milliards aient été votés de budget ces 7 dernières années. Qu'est-ce qui a changé? Quand il pleut, vous le vivez vous-même. Quand il pleut, on a les mêmes problèmes que les autres communes qui n'ont pas de réseau d'assainissement. Et c'est l'autorité du maire. Je vous donne un exemple. Les allées Seydou Nourou Tall, pourquoi on en fait une zone de parking? Pourquoi on ne l'aménage pas comme il faut? Permettre aux personnes âgées de pouvoir marcher quand ils le veulent. Je vous donne un autre exemple. On parle de moyens. On a les moyens aujourd'hui d'avoir nos propres brigades en collaboration bien sûr avec la police pour assurer la sécurité. Oui. On a les moyens d'avoir des équipes de désensablement comme ça se fait dans beaucoup de communes. Donc l'opportunité est là. L'État a donné les moyens puisque l'État a permis par des réformes en transférant la TRIMF, la patente et ce genre de choses de passer d'un budget de 400 millions à 1,8 milliard. Donc le budget de notre commune a été multiplié par 4. Je peux vous donner d'autres exemples sur des communes où ça se passe mieux. Vous aurez l'occasion de le faire pendant la campagne électorale. Je rappelle que le jury du dimanche reçoit Abdou Karim Fofana. Il est ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Il est candidat à la mairie du Point E. Parlons des rapports entre le président Macky Sall, cette fois-ci, et son opposition. Une passe d'armes qu'on a notée cette semaine quand il dit à Paris recevant des militants de son parti que personne ne peut m'intimider. Cela n'a pas pu se faire quand j'étais dans l'opposition, a fortiori aujourd'hui que Dieu m'a donné le pouvoir. L'opposition qui dit que un président ne devrait pas dire ça. Oui, vous savez, l'opposition est dans son rôle, mais le président... Ça cache même une certaine peur. Le président de la République, d'abord, représente les institutions du Sénégal. C'est le président de la République. Ce que nous avons en face de nous, ce sont des gens qui sont des ennemis de la République. Ah oui. Des gens qui considèrent que dans une République, le pouvoir doit se donner par la rue. Ils ne croient pas aux élections. La preuve, Mamadou. Élection de 2019, le président de la République est élu de façon brillante au premier tour. Ceux qui ont 2 Sénégalais sur 10, moins de 20% et de confiance des Sénégalais, 3 mois après, ils se mettent à créer des marches, à
crier, à, je ne sais pas quoi, à créer des sujets. Rien de nouveau sous le soleil. Oui, mais l'idée de démocratie, Mamadou, c'est de faire en sorte que quand il y a débat, que les gens puissent échanger, que les gens aient la liberté de s'exprimer. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas la liberté de s'exprimer? Tous les jours, les gens sont dans les médias. Je vous ai même entendu faire un cri de gueule, entre guillemets, excusez-moi du terme, lorsqu'on a invité des gens qui ont été condamnés pour des meurtres dans le cadre politique. Donc, ce qui veut dire que nous, notre liberté d'expression est arrivée à son paroxysme. Mais le problème qui se pose, c'est que ceux qui croient en la République, ce sont ceux qui se font élire, ceux qui vont débattre sur les plateaux télé, ceux qui tiennent leurs réunions publiques, mais ce n'est pas ceux qui occupent les places publiques et qui pensent que par la violence, en essayant d'entretenir une tension factice, une tension permanente, peuvent faire courber l'échine de la République. Est-ce qu'au départ, c'est de la violence? C'est une manifestation? Non, mais si ces manifestations restaient dans le cadre d'une manifestation, il n'y aurait pas de problème. Mais souvent, ce sont des militants qui ne déposent pas de demande d'autorisation de marche, parce que la marche est libre mais encadrée. Mais c'est aussi des gens qui ne croient pas en ces valeurs de la République. Aller aux élections, ils pensent que tout doit se faire dans la rue, nous devons nous attaquer à telle chose, la manipulation. Je vous demande juste d'analyser une chose. Dans le vocabulaire de l'opposition, je ne sais pas si vous avez remarqué, les mots c'est de lutter, de sacrifice. Le vocabulaire c'est résister. Résister à quoi? Qui est opprimé au Sénégal? C'est ce qu'ils pensent. Oui, mais c'est leur liberté de penser. Mais qu'est-ce qu'il faut C'est leur liberté de penser. Oui. Mais la démocratie, c'est trois choses. Avoir la possibilité de dire ce que l'on pense. Je pense qu'entre E-Media, TFM, Sen TV, RTS, il y a une diversité médiatique qui permet à tout un chacun de dire ce qu'il pense. C'est la liberté d'aller aux élections. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qu'on retient? La preuve, vous avez vu sur les rejets de liste, tous les démocrates sont allés faire des recours, ils ont utilisé les voies de recours comme l'a prévu la loi et ils ont eu gain de cause pour les uns et les autres n'ont pas eu gain de cause. C'est la liberté de manifester aussi. Mais la liberté de manifester avec une volonté saine de juste manifester. Oui. Mais s'il y a derrière une liberté de mettre sous tension le pays et de provoquer, d'utiliser les événements sensibles, vous avez vu le 8 mars, vous avez vu les inondations, comment les gens se sont exprimés pour pousser les gens à sortir. Mais comment vous pouvez qualifier des opposants qui ont des listes qui ont été jugées irrecevables par des autorités territoriales, des autorités administratives territoriales, appellent à envahir des sous-préfectures et des préfectures. Mais il dit aussi ces autorités administratives qui vont se pourvoir en cassation. Oui, mais parce qu'ils représentent une partie. Vous savez, le droit, c'est une question d'interprétation. Mamadou Ibra Kane, vous avez vos employés, sur telle et telle chose, vous décidez que je dois prendre telle chose, telle décision. C'est votre interprétation. Le juge peut en avoir une autre interprétation. Et la justice va trancher. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre quand le président Macky Sall, du haut de sa posture, dit « personne ne peut m'intimider ». Du haut de sa posture, le président Macky Sall représente la République du Sénégal. Je vous l'ai dit, si on a des ennemis de la République qui pensent qu'il faut agir contre les principes de la République, contre le legs que nous avons reçu du président Senghor, du président Abdou Diouf, du président Abdoulaye Wade, mais il doit affirmer la position de la République du Sénégal. C'est ne jamais courber l'échine face à ceux qui s'adonnent à de la manipulation, aux fake news. Garder ce legs, c'est-à-dire que le pouvoir se transmet par les urnes, que notre République, c'est une République qui est orientée vers le développement et que ce ne sont pas ces activités politiciennes, ces calculs qui, tous les jours, poussent les gens à... Vous avez entendu hier l'appel du khalife général de Medina Baye qui dit qu'on n'a pas le droit, dans notre République, dans notre démocratie, d'envoyer les enfants dans la rue pour faire des manifestations, se faire tuer dans des manifestations. La réalité est que lorsque vous êtes président de la République, vous avez la responsabilité. Et malheureusement, une partie de notre opposition s'érige en ceux qui ont exclusivement le rôle de responsabilité. Mais en même temps, il y a une responsabilité qui est attendue du pouvoir pour faire une transition. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est dans notre pays. Quand l'Amérique choisit le Sénégal comme pays à visiter parmi juste deux autres, le Nigeria et le Kenya, c'est également pour sa démocratie. Est-ce que cela ne doit pas amener le pouvoir à également avoir une posture assumer davantage sa responsabilité de préserver ce legs dont vous parliez tout à l'heure. Avant de parler de la visite du président, du secrétaire d'État américain Blinken, j'aimerais qu'on s'attarde sur la démocratie sénégalaise.
Mamoudou Ibra Kane, depuis 2012, ces élections locales sont la première élection qui se fait au-delà de l'année à laquelle elle était prévue. Mamoudou Ibra Kane, les médias au Sénégal, dans les médias au Sénégal, on peut s'exprimer de la façon dont on veut. On peut aller aux élections de la façon dont on veut. Vous avez vu la dernière fois le bilan de la Caisse des dépôts, plus de 66 coalitions de partis. Il y a aussi des voies de recours dans toutes les procédures judiciaires. Alors, qu'est-ce que vous appelez absence de démocratie? Ou pourquoi vous inquiétez pour notre démocratie? Je n'ai pas utilisé le mot, j'ai dit, est-ce que cela n'appelle pas aussi du pouvoir une certaine posture moi, je quand pense, la démocratie sénégalaise est citée comme exemple? Je pense que l'équilibre et la tenue du jeu démocratique, ça a la responsabilité dans l'équilibre et la tenue du jeu démocratique n'incombe pas seulement au pouvoir. Le pouvoir joue son rôle avec les institutions, mais l'opposition aussi, il ne peut pas avoir l'irresponsabilité gratuite de vouloir transformer les règles du jeu. Donc il faut être deux. Il faut être deux. Oui. Le pouvoir garantit la liberté. Ne pas être mauvais joueur, selon le terme utilisé par Anthony Blinken, justement. Oui, mais Anthony Blinken, il visite le Sénégal, c'est le seul pays francophone, peut-être que c'est ici où il y a de bons joueurs. Ce qu'on note depuis des années, c'est que l'opposition veut tirer le jeu politique vers quelque chose qui n'est pas républicain, c'est ce que je vous dis. Et nous, notre responsabilité, c'est de prendre la hauteur et d'être intransigeant sur les règles républicaines. Liberté d'expression, élection démocratique, voie de recours devant toutes les procédures judiciaires, qu'elles soient électorales, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques. Quelle est l'ambition de Benno Bokk Yakaar au soir du 23 janvier 2022, soir de ces élections territoriales? Alors, c'est comme toujours, Benno Bokk Yakaar est la coalition qui a la coalition qui a eu une durée extraordinaire. Depuis 2012, vous l'avez vu, une coalition qui regroupe des partis majeurs au Sénégal et qui dure. Vous avez vu ce qui s'est passé en 1962 entre le président Senghor et Mamadou Dia. Vous avez vu ce qui s'est passé entre le président Diouf et le président Wade. C'est des intermèdes de collaboration de 2 ans à 1 an entre le président Wade et le président Moustapha Niasse. Nous avons réussi à avoir une collaboration sincère et franche, avec des responsabilités partagées. Le Sénégal est l'une des rares démocraties où les institutions sont dirigées par les alliés depuis le début. C'est quelque chose à saluer. Donc, au 23 janvier, c'est de gagner la majeure partie, et plus que la majeure partie, puisque nous détenions déjà presque les 500 collectivités territoriales du Sénégal, et à continuer à promouvoir le développement territorial, le développement territorial, la territorialisation des politiques publiques, permettre à chaque territoire du Sénégal, à partir de son lieu, de sa situation géographique, de pouvoir se développer avec toutes ces politiques publiques développées par le président de la République. C'est simple, gagner ces élections et permettre à nos élus de pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques inspirées par le président de la République. Pour se positionner pour un 3e mandat ou une 3e candidature. Ce sujet, il revient souvent. Oui. Nous sommes aux élections locales. Après les élections locales, il y aura les élections législatives. J'imagine que vous poserez la question. Oui. Et au-delà de ça, on pourra en discuter librement. Mais étape par étape, séquence par séquence, lorsque nous aurons terminé la question des locales, les législatives, vous pourrez poser cette question. Bon, sauf que le directeur de cabinet du président Macky Sall, Mahmoud Saleh, a dit quelque chose comme ça. Moi, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections locales. Il faut travailler, discuter avec les populations, gagner les élections, aller aux législatives, Oui. Et puis après, on verra pour les autres questions. Vous n'êtes pas en phase avec lui? Vous savez, les élections, ça se traite une à une. Et je pense que ma réponse est claire sur ce sujet. Alors, ministre chargé du suivi du PSE, vous allez maintenant porter cette casquette-là. On va quand même parler du plan Sénégal émergent. On a une dizaine de minutes pour le faire. Quelle est l'évaluation qui est faite du PSE 8 ans après son adoption par le groupe consultatif de Paris? Oui, le PSE, comme vous le savez, il faut comprendre ce qu'est le PSE. J'ai un petit document, bilan de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, avec la complicité de notre réalisateur. Oui. Tout à fait. Alors, le PSE, il faut d'abord le comprendre. Le Sénégal, avant 2014, n'avait pas encore connu de planification à long terme. On avait des études prospectives, des plans quinquennaux, des plans quadriennaux. Mais un plan sur 20 ans qui donne des objectifs clairs et chiffrés, avec une approche de priorisation. Avant, stratégie nationale de développement économique et social, document de réduction de la pauvreté. On était sur 300 projets à suivre.
le Sénégal, le président de la République, peut-être que c'est de par sa formation, a eu une approche d'ingénieur. On planifie sur 20 ans et on priorise les sujets sur lesquels on met nos moyens pour avoir un résultat X. Le résultat, c'est la transformation structurelle de notre économie, combinée au développement du capital humain, puis la paix et la sécurité. Alors, de cette manière de faire, de cette stratégie, de cette approche, qu'est-ce qui en découle? C'est que 7 ans après, notre croissance est multipliée par 3. Même malgré la Covid, vous avez vu, beaucoup de pays sont en récession. Nous sommes encore à une croissance positive. Je vais vous donner qui a beaucoup chuté quand même. On est passé comme toutes les 6, économies. 5, 7 points à aujourd'hui 1 et poussière. Hein. Comme tous les pays. D'autres pays sont à moins 5, moins 6. Ouais. Nous résistons. Nous sommes encore dans la tranche positive. Ouais. Mais Mamadou, je vais être factuel. Oui. Dans un pays... Pour parler d'évaluation. Je parle d'évaluation. Dans un pays où la croissance a été multipliée par 4, première chose, où les spéculations céréalières, vous prenez le mil, vous prenez le riz, vous prenez le sorgho, ce genre de choses, en général, ont connu des développements, les quantités de production ont été multipliées par 4. Vous prenez le riz, on est passé de 400 000 tonnes à plus de 1 600 000 tonnes ces dernières années, mais régulièrement autour de 1 200 000 tonnes. 6 millions de pauvres selon les statistiques de l'ANSD. Tout à fait. Oui, c'est un nombre important. Tout à fait. Est-ce que ce ne sont pas des zones blanches du plan Sénégal émergent? Mais il faut savoir ce qu'est le plan Sénégal émergent. Ouais. Le plan Sénégal émergent ne vous dit pas que 6 millions de pauvres ne vont plus l'être dans 6 ans. Il vous dit que nous posons les jalons pour qu'à l'horizon 2035, que nous changeons de statut. Et ce qui vous montre qu'on y arrive petit à petit, c'est que le Sénégal a subi sa deuxième évaluation pour sortir des pays les moins avancés pour passer à un pays à revenu intermédiaire. Nos indices de développement humain ont beaucoup bougé. Et puis, Mamadou, dernier point, en 2012, notre PIB par habitant était d'à peu près $1000. Aujourd'hui, on est à presque $1400, 1300 et quelques. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut être dans le débat politicien, mais les économistes, les institutions, PIB les institutions, la Corée du Sud, oui, mais il y a 60 ans, et qui était on parle du PSE. en avant sur un pays comme Dubaï et qui en est à cette situation aujourd'hui. Est-ce que c'est-à-dire vous voulez qu'on évalue le PSE ou vous voulez qu'on évalue l'économie du Sénégal depuis 1960? Disons, oui. Parce que je serais plus à l'aise. Parce que de 1960 à 1980, la moyenne de nos croissances était de 2%, de 1,5%. De 80 à 2000, on était sur 2 et quelques %. De 2000 à 2012, on était à 3,5% de moyenne de croissance. Je ne voulais pas dire ça, parce que quand Abdou Diouf a nommé Habib Thiam Premier ministre, dans le fameux gouvernement de majorité présidentielle élargie, le Sénégal était à moins 2%. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est des moyennes. Moi, je parle des fourchettes. Nous étions à un taux positif de 5%, oui, presque de 7%. Attention, je parle des moyennes, je ne parle pas d'une année. Je vous dis qu'on a une amplitude de croissance qui était constante. Demandez aux économistes, de 60 à 80, il y a une moyenne. Parce que l'économie ne s'apprécie pas sur des dates, c'est sur des périodes. Oui. De 80 à 2000, on a une moyenne de croissance. De 2000 à 2012, on a une moyenne de croissance. Mais de 2012 à 2020, on est passé d'une moyenne de 3,5 à presque 6 et quelques. Donc notre économie a fait des bons. Mais est-ce que cette croissance se mange, comme on a tendance à le dire un bon économiste dit qu'une croissance ne se mange pas, mais on peut manger à travers la croissance. Parce que la croissance, ce sont des dynamiques. Ce sont des dynamiques qui se créent. Je donne un exemple. Demandez aux producteurs agricoles qui ont vu le prix de l'arachide passer de 190, 180, je ne sais plus quel est le prix à l'époque, à 250. Et qui voient leur spéculation passer de 400 000 tonnes à 1 600 000 tonnes. Demandez aux producteurs de riz du Waalo qui ont vu l'État emblaver beaucoup de surface et leur donner les moyens de faire. Demandez à ces producteurs de pommes de terre qui ont vu la production de pommes de terre du Sénégal devenir autosuffisante. Donc c'est une réalité. Et je vais encore au-delà de ça. C'est la question de l'énergie. Parce que pour faire du développement, il faut le secteur primaire, mais il faut les supports à la productivité. Et le support à la productivité, c'est l'électricité. Ce sont les ressources minières. Le Sénégal aujourd'hui est devenu un grand exportateur de ressources minières avec une amélioration de la réglementation qui nous permet d'en bénéficier un peu plus. Donc face à tout cela, le plan Sénégal émergent est sur la bonne voie, séquence par séquence. Maintenant, il y a eu la période de la Covid qui a marqué un coup d'arrêt, mais pour laquelle nous avons une stratégie pour aller de l'avant et continuer nos orientations pour atteindre nos objectifs. Pour certains acteurs politiques, votre plan est un échec.
Ça dépend s'ils ont une analyse objective ou s'ils ont une analyse politicienne. J'ai vu la dernière fois notre grand frère Mamoud Lamine Diallo, qui habite aussi dans la commune, en parler. Mais souvent, je pense que c'est une analyse aigre des choses. Je vous ai donné des chiffres et des faits. Je vous ai parlé de secteur économique. On aurait pu ouvrir le rapport point par point sur l'électricité. Oui. Mamadou Ibrahim, comment pouvez-vous expliquer qu'avant le président Macky Sall, on ne donnait pas à 100 000 Sénégalais des bourses de sécurité familiale? Comment expliquez-vous qu'entre 2014 et 2020, le nombre de Sénégalais qui bénéficient de la couverture maladie universelle passe de 20 à 50%? C'est parce qu'il y a derrière des performances économiques qui induisent des recettes budgétaires supplémentaires et qui permettent à l'État d'avoir beaucoup plus de possibilités pour soutenir des politiques sociales. Comment a-t-on pu passer de 33 km d'autoroute à plus de 200 et quelques kilomètres d'autoroute? Comment a-t-on pu passer d'un budget de 2500 milliards à 5000 milliards? Ce n'est pas de la magie. C'est parce que derrière, il y a des performances qui donnent des résultats, qui se traduisent par des recettes budgétaires et qui nous permettent de faire des politiques d'investissement et des politiques aussi de régulation sociale. Cela nous permettra de parler de la question de l'endettement, du financement du PSE, mais avant cela, vous insistez sur l'électricité. Quelle est la performance concrètement sur l'électricité? Réellement. Et d'abord, il faut saluer le discours du président lors du sommet de Paris, mais aussi le discours de notre collègue, le ministre de l'Environnement, pour parler du gaz. Beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui veulent nous imposer que le gaz soit classé comme une énergie fossile, alors que c'est une énergie plus propre que le pétrole. Le Sénégal en a. Le Sénégal peut en profiter pour faire démarrer son secteur industriel. Mais on va nous dire aujourd'hui que les institutions de Bretton Woods ou nos partenaires au développement ne veulent plus faire d'investissement concessionnel dans ces secteurs-là. Alors que, ce type d'énergie ont permis à des pays de se développer. Et nous, on pense quelquefois qu'il y a deux poids, deux mesures pour l'Afrique. Le Sénégal dit niet. Le Sénégal dit d'abord, c'est la position du président de la République, que le gaz est une énergie de transition et qu'on doit aujourd'hui pouvoir laisser nos pays profiter de ce que la nature nous a doté pour pouvoir développer nos secteurs industriels. Les performances dans le domaine de oui, mais les performances sont connues. C'est doubler la capacité de production du Sénégal entre 2014 et 2020. On est passé de 500 MW à plus de 1000 MW. Mais surtout, ce que beaucoup de pays développés n'ont pas fait, c'est le mix énergétique. Faire en sorte que 30% de nos productions d'énergie soient issues des énergies renouvelables. Et ça montre que l'Afrique, un pays comme le Sénégal, doit être cité en exemple devant tous ces pays développés qui souvent nous donnent des leçons sur les énergies fossiles, sur le réchauffement climatique. Parlons de la santé, puisque tout à l'heure on disait que la pandémie a entraîné quand même une chute du taux de croissance. Le constat qui est fait récemment d'ailleurs par le plan Sénégal émergent, c'est de dire qu'au moins 90% de nos besoins en produits pharmaceutiques est importé. C'est une terrible réalité. Oui, mais avant de parler de cette... Oui. Avant de parler de cette terrible réalité, il faut d'abord parler du secteur de la santé dans sa globalité. La santé, c'est d'abord une question d'infrastructure, une question de ressources humaines et une question de pouvoir d'achat. Alors, les infrastructures, on n'a pas besoin de le dire, vous avez vu tous ces nouveaux hôpitaux. Je prends juste un exemple, Kaffrine, Sédhiou. D'abord, la première réalisation du président de la République en matière de santé, c'est les hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor. C'est des projets qui ont été débutés par l'État du Sénégal depuis 1998, bloqués jusqu'en 2014. Et c'est le président de la République qui les termine. Sur l'oncologie, vous avez vu, le Sénégal va être un grand centre de dépistage et de traitement des cancers et autres. Mais ce n'est pas seulement une question... L'idée, c'est un hub médical. Un hub médical. Oui. Mais le plus important, c'est qu'au-delà de ça, qu'on pense à nos populations qui ont peut-être un centre de santé, un hôpital à portée de main, à portée de kilomètres, mais qui n'ont pas les moyens de se soigner. Oui. Et c'est là où l'approche du président de la République est très novatrice, le fait d'avoir la couverture maladie universelle. Vous cotisez 4 500, 3 500 et vous avez la possibilité d'être pris en charge toute l'année par l'État pour 80% de vos dépenses de santé. Il faut avoir une industrie pharmaceutique aussi. Comment comptez-vous inverser la tendance? 90% de nos besoins importés. C'est un constat parce que la santé, c'est des charges
mais c'est aussi une opportunité. Nous consommons à peu près 150 milliards de médicaments chaque année au Sénégal. Et la vision du président de la République, c'est de faire en sorte qu'au moins d'ici 2030, que nous commencions à produire 30% de nos médicaments. Mamadou Ibra Kane, entre, je ne vais pas citer de marque, mais entre des paracétamol, des relaxants, entre des médicaments qui gèrent les petites tracasseries médicales quotidiennes, il n'y a pas de grosses technologies qui font que le Sénégal ne peut pas les produire. Donc aujourd'hui, c'est de d'avoir la volonté de dire qu'au Sénégal, nous devons être parmi ces pays en Afrique qui produisent nos médicaments. Pour des choses aussi banales. Parce que le pape II-A pose un principe. On a vécu la Covid et on a vu que pour se faire vacciner, on a dû attendre que les pays développés qui avaient ces technologies puissent vacciner leur population pour que nos populations puissent être vaccinées. Ce que dit le président de la République, c'est que prenons les devants et que sur toute la chaîne médicale et pharmaceutique, qu'on puisse être souverain. Que sur l'alimentaire, au lieu d'attendre que le riz nous parvienne de tel pays et d'un autre, qu'on puisse avoir aussi la souveraineté alimentaire. Alors, on va aller très vite. Vous allez certainement me dire, oui, quand on a un budget de 5150 milliards de francs CFA, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent, c'est le PAP 1, avec près de 10 000 milliards de besoins de financement. Le PAP 2A, 14 000 milliards, période 2019-2023, PAP 1, 2014-2018, mais est-ce que le PSE n'est pas synonyme finalement d'un endettement, voire d'un surendettement? Je vais vous dire la réalité, Mamadou Ibra Kane. Sur le mot endettement, par la manipulation médiatique, les conjectures politiciennes, on a voulu mettre des adjectifs ou des qualificatifs négatifs. Mais l'endettement, c'est une vertu quelque part en économie. Parce que permet l'endettement? Vous financez avec les moyens des prêteurs un projet que vous auriez dû faire sur 5 ans ou 10 ans. On prend l'autoroute Ila Touba, 400 milliards d'investissements. Si vous le prenez en une fois sur le budget du Sénégal à l'époque, 3 000 milliards, c'est un sixième ou un huitième du budget. Vous vous endettez, vous le remboursez sur 20 ans, 30 ans. Avec des ressources futures. Avec des ressources futures. Pourvu qu'on ne plombe pas les générations futures. Non, pas du tout, puisque les générations futures vont aussi bénéficier des points de croissance générés par les infrastructures financées aujourd'hui. Un endettement supportable. Nous consommons aujourd'hui ce que nos grands-parents et nos parents ont construit. Vous allez dans le Fouta, quelle que soit la qualité des routes, c'est parce qu'il y a eu des Sénégalais qui ont travaillé, qui ont payé des impôts et qui nous ont permis d'avoir des infrastructures. Oui, il y a toujours un point d'équilibre. Un point d'équilibre, oui, mais le plus important, l'endettement, ce n'est pas un cadeau. L'endettement, d'abord, il y a une question de crédibilité et une question d'ambition. Ceux qui prêtent aux États, ils ne le font pas parce que c'est Mamadou Ibra Kane qui demande ou c'est parce que c'est le président Macky Sall. C'est parce que d'abord, c'est une question de crédibilité. Le Sénégal a une signature, le Sénégal a une politique économique et le Sénégal a une ambition qui rassure les prêteurs et sur la base desquelles des analyses de risque on prête au Sénégal. Il y a d'autres pays qui n'ont pas ce même niveau de crédibilité. Il y a aussi des pays, lorsqu'ils s'endettent, ont des taux supérieurs à ceux du Sénégal. Donc c'est un jeu économique de calcul mathématique qui font que le Sénégal a une viabilité de la dette. D'ailleurs, à chaque fois que vous empruntez, il y a ce qu'on appelle l'analyse de la viabilité de la dette. Si l'analyse de la viabilité de la dette dit que le risque n'est pas élevé, d'endettement, de surendettement n'est pas élevé, vous avez un bon score. Si le score est mauvais, vous ne pouvez pas avoir ce niveau de dette. Donc quand on vous prête, c'est parce que vous êtes crédible, c'est parce que vous avez de l'ambition et que vos politiques économiques rassurent la scène internationale. Abdou Karim, on va vite terminer notre émission. Je rappelle que vous êtes ministre chargé du PSE, mais vous avez été DG de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, qui va être transformée en Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti. Il y a également ici des chiffres qui parlent près de 80% des bâtiments administratifs et vétustes, dont 11% très très vétustes. 1695 immeubles identifiés compte non tenu des écoles et infrastructures publiques. Vous avez géré le patrimoine bâti de l'État. Aujourd'hui, comment en est-on arrivé à cette situation? Oui, mais parce que vous savez, nous sommes des pays en développement et nous devons faire des choix stratégiques, nous avons des priorités. Imaginez aujourd'hui si l'État du Sénégal devait
mettre un budget pour s'occuper des 1600 bâtiments dont on parle. Ce serait un gros budget, c'est la raison pour laquelle certains bâtiments tombent en vétusté ou ce genre de choses. Et cette société va permettre aujourd'hui, par quelques moyens juridiques, à l'agence qui était une agence d'exécution, qui n'était pas propriétaire des bâtiments, de devenir maintenant propriétaire et de pouvoir agir. Je vous donne un exemple. Souvent, il y a des bâtiments qui sont vétustes, qui ne sont pas d'un intérêt stratégique pour l'État. Quel est l'intérêt de les garder dans le patrimoine? Souvent, le moyen qu'on a trouvé, c'est d'avoir un partenaire privé qui démolisse, qui reconstruise et qui se partage avec l'État au moyen d'un bail sur 30 ans, 50 ans, de se partager l'occupation du bâtiment ou l'usage du bâtiment. Et ça, ce sont des modes de gestion moderne. On a vu en France, le ministère de l'Intérieur en France a vendu, nous on n'a pas vendu, mais ils ont vendu un bâtiment dans le centre de Paris pour financer un bâtiment à Levallois-Perret dans la banlieue proche. Mais ce qui veut dire qu'ici avec la SOGEPA, cela pourra se faire également. Non, des baux qui permettront, d'avoir un mode de gestion plus léger, plus agile, parce que aussi la gestion du patrimoine, c'est des coûts. Donc le patrimoine de l'État doit pouvoir générer des revenus qui permettent d'autonomiser sa gestion, d'autonomiser son entretien et de moins en moins charger l'État sur des questions peut-être moins prioritaires. Très bien, notre émission est terminée. Je vais quand même faire un clin d'œil à Nassir Sow qui a réagi sur notre page Facebook et qui a posé une question à laquelle vous avez répondu. Je la reprends quand même. Le traitement différent réservé aux sorties de Barthélémy Diaz et d'Abdoulaye Diouf Sarr ne constitue-t-il pas une épine à la bonne marche de notre démocratie? N'y aurait-il pas du deux poids, deux mesures pour terminer sur Dakar? Nous avions commencé par Dakar. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Oui. Je pense que Barthélémy Diaz nous a habitués à des sorties violentes, à des sorties un peu trop spectaculaires. Et je pense qu'il est de la responsabilité des autorités administratives et qu'il faut féliciter aussi. On les a mis en mal dans ce débat sur les rejets de liste et autres, alors qu'ils ne font que leur travail, ils ne font que appliquer le droit et la justice interprète le droit. Donc, il nous faut prendre les précautions parce que on ne peut pas, juste en période électorale, laisser chacun faire ce qu'il veut. Vous avez même entendu Barthélémy Diaz dans une émission s'excuser et dire qu'il n'irait plus faire des choses de cette nature qui ne calent pas, en tout cas, avec l'image qu'on se fait d'un futur maire de Dakar. Merci Abdou Karim Fofana, ministre chargé du suivi du PSE. Il est également candidat à la mairie du Point E. Jury du dimanche, Mahmoud Ibra Kane, iRadio, iTV, imedia.sn avec sa nouvelle plateforme que vous appréciez déjà. Au texte pour cette émission, cher Moussa Sarr, à la photo, Abdoulaye Sylla, réseaux sociaux, Biram Pouy et Fatima Ba. Réalisation technique de cette émission, vous avez Babacar Ndiaye, Seyni Niang, prise de son Iba Marsen. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.